Et salut à toi, je suis Teddy Guyot, un auteur-réalisateur de 33 ans. Entre rêve, espoir, impatience, authenticité et quelquefois difficulté, tristesse, doute, je reviens sur mes 13 années de création avec les différents grands acteurs et techniciens qui ont marqué cette période-là. Une période d'innocence qui aujourd'hui a forgé la personne que je suis. Donc je suis ravi de partager ça avec toi et je te laisse entrer dans le journal intime d'un artiste borné. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Journal intime d'un artiste borné. Et aujourd'hui, première fois sur ce podcast, on reçoit un invité et pas n'importe qui. On reçoit William Brémond qui joue dans la série The Gift le personnage de Peter Dupontel, le personnage cadet, mon cadet, de la fratrie Dupontel, et donc l'un des personnages principaux de la série et principaux du projet également, puisqu'il a joué un grand rôle, vous allez voir là-dedans. On va retracer ensemble notre histoire par rapport à ce projet-là. Grand chantier qui nous attend, n'est-ce pas William ? Bonjour William, comment ça va ? Bonjour Teddy, écoute, ça va très bien. Je suis ravi de te recevoir sur ce podcast. J'espère que tu es content d'être là. Tu es prêt à creuser Oui. Dans les méandres de notre mémoire. On va bien creuser. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter rapidement un petit peu ton parcours avec la comédie, ce que tu aimes faire en particulier, te présenter un petit peu pour qu'on puisse voir un peu qui tu es. Les premiers contacts que j'ai eus avec le jeu, c'était à l'école primaire, genre de choses, des petites choses comme ça de fin d'année. Et ma maman qui jouait dans une compagnie amateur de théâtre et je la faisais répéter quand j'étais petit et qu'elle jouait. C'était mes premiers contacts avec ça. Après, j'ai pas forcément voulu en faire un métier parce que je me le permettais pas forcément, en tout cas à l'idée. Donc j'ai fait au lycée, j'ai fait un bac matheux un peu particulier. Et puis en fait, j'ai rencontré quelqu'un là-bas pendant mes années de lycée qui était à la fac et qui était en art du spectacle à Poitiers. Et il se trouvait que c'était pas très loin de chez moi. Donc ça m'a permis d'aller pas trop loin, moi qui suis un peu un ermite, ce qui n'est plus vrai forcément aujourd'hui, mais qui voulait pas trop bouger, qui avait un peu peur d'aller loin, de ce genre de choses. Donc j'ai fait une licence art du spectacle à Poitiers, c'est là où on s'est rencontrés, oui. C'est là où cette aventure a commencé. La licence permettait pas de faire tant de jeux que ça, donc avec Adrien notamment, qui est aussi sur ce projet, on a fait des ateliers à côté, on est rentré dans des petites compagnies amateurs, des choses comme ça. Mais on avait envie de jouer, on avait envie d'écrire, un peu tous, d'avoir de l'expérience, en fait, de faire des choses. Après ma licence, je suis allé en master pro dramaturgie et assistanat à la mise en scène à Poitiers toujours, que j'ai eu. Là pareil, c'est pas un endroit où il y avait beaucoup de jeux, donc finalement le jeu en lui-même il est venu qu'au travers de ces expériences amateurs et scolaires, enfin hors scolaire mais scolaire, d'apprentissage on va dire. Après je suis parti sur Brest, donc j'ai quitté un peu ce milieu, je me suis coupé un peu de mon réseau et la seule chose qui m'a tenu proche de ce monde-là, ça a été le projet, ça a été The Gift, puisque je suis revenu à Poitiers faire des enregistrements, des courts-métrages, des choses comme ça. Donc The Gift m'a toujours maintenu dans l'univers du jeu, l'univers de l'artistique. Même si j'allais au théâtre à Brest, genre de choses, mais en tout cas moi je ne produisais plus rien. Et lors du Covid, premier confinement, je suis parti de Brest et je suis venu quelques semaines, mois chez toi, oui, à ce moment-là, où on a tourné une saison entière à 4 en huis clos. C'est vrai. Et quelques temps après, on va dire 2 ans après, je suis rentré comme comédien au Puy du Fou. Oui. Et je suis toujours comédien au Puy du Fou. Donc, mon parcours de jeu est un peu particulier parce qu'il ne se base pas sur des fondamentaux. J'ai pas fait de conservatoire, j'ai pas fait d'école de théâtre. J'ai essayé de rentrer dans une, mais j'ai pas été pris. Mais sur la pratique naturelle du jeu. Sur une énergie qui vient de moi et qui en sort. Je suis
très à l'aise avec l'écoute, pense avoir un très bon talent d'observation, ce qui m'a permis, depuis tout petit, comme beaucoup, d'imiter des comédiens, des personnages qu'on a vus dans les Disney, dans des films, dans les machins. Donc cette fibre-là de refaire, de reproduire, elle a toujours été là. Et je pense que ça m'a permis de combler quelques lacunes techniques avec beaucoup d'énergie et de singerie presque. À force de singer ce que j'aime, j'ai appris à comprendre d'où ça venait, en moi en tout cas. J'ai un jeu très comme ça qui vient de soi, qui est pas basé sur de la technique, mais beaucoup plus sur quelque chose qui s'inspire de soi. C'est pas non plus un jeu comme... Il y a une école de jeu qui s'appelle l'école Stanislavski, qui est basée sur on va chercher en soi des réminiscences de certains moments pour les ressortir à un moment donné, mais c'est pareil, c'est une structure très technique qui permet d'avoir un jeu très énergique. Moi, j'ai plus tendance à parler de sorte de vague de couleurs. Une émotion, pour moi, c'est une couleur. Imaginer comme ça, la figurer, ça m'a beaucoup permis de la comprendre. On rajoute une couleur sur une couleur, mais il y a toujours la première qui est là. Du coup, ces vagues successives, elles ne viennent que brasser un peu de sable sur la plage, mais elles s'en vont, puis elles doivent revenir. Il y a quelque chose de très fluide là-dedans. Le jeu, tel que moi je le joue et tel que moi je le ressens, est basé là-dessus. Cette intensité qui flue et reflue, mais qui doit rester fluide. Et même si les lignes de dialogue vont pas forcément dans l'émotion qui est celle à laquelle je suis à un moment donné, elle doit s'imprégner de cette émotion qui n'est pas censée être la bonne. Si tu commences un dialogue assez long, une réplique assez longue, où tu vas passer par de la colère, puis de la tristesse, puis repartir sur de la joie plus tard, les mots ont pas forcément d'importance. Ils vont avoir une importance narrative, mais l'émotion que j'essaie de transmettre va être peut-être parfois en décalage, mais en tout cas va donner un truc très essentiel à la prestation, quoi. Et là, on peut constater que quand William parle, on se tait et on écoute beaucoup ce qu'il dit parce que c'est très intéressant. Merci pour cette présentation complète sur ta manière d'appréhender le jeu. Ça va être intéressant pour voir après sur ce projet-là. Donc, comme tu l'as signifié, tout comme moi, ça a été un pied dans l'écriture et dans la mise en scène et un premier pied, un vrai premier pied. Toi, ça l'a été aussi pour le jeu. En tout cas, une des premières marches que tu as traversées. Je te propose qu'on retourne dans notre passé. Donc, on s'est rencontrés en 2011, en début de fac, donc faire du spectacle. On s'est retrouvés dans la même promo, effectivement, merci, avec Adrien. Et la première année, donc de 2011 à 2012, ça a été une année où on a plus développé du relationnel amical et surtout où tu as joué sur une pièce, moi, qui m'a assez marqué. Je sais pas si tu te rappelles, mais c'est un truc avec des chaussures que tu as alignées. Je me rappelle de ça. Je crois que c'est la première fois que je te voyais jouer. Oui, c'est possible. Ouais, mais c'était assez tôt finalement. Et tout de suite, je me suis dit, bah ouais, non, il a un truc, il sait véhiculer des émotions qui sont vraiment particulières. En plus, le personnage était vraiment très particulier. Je sais pas, il y avait un truc avec un toc et un psy. Je ne sais plus les détails, mais je sais que ça m'avait vraiment marqué. En parallèle, on se voyait beaucoup. Et la première fois que j'ai filmé William, c'était pas pour The Gift, c'était pour un clip musical qui n'est certainement plus disponible aujourd'hui, d'une amie qu'on a en commun, qu'on salue d'ailleurs. Pour ce clip musical, on avait fait quelques petites scènes. Moi, c'était mes premiers tests vraiment de mise en scène. C'était vraiment avec, même pas avec mon Canon et tout ça. Enfin, c'était vraiment à l'arrache, faut le dire, hein. Encore plus que The Gift. À ce moment-là, on avait un ami en commun qui était un ami québécois, avec qui on a fait une soirée Charmed. Je sais pas si tu te rappelles, parce que l'origine de ce projet, c'est ça, c'est une soirée de mai ou de mars. Je m'en rappelle très bien. Oui, cette soirée. Comment toi, tu te rappelles de celle-là? Ça, je suis curieux, parce que c'est un peu iconique quand même dans ce projet, puisque c'est le moment où ça a germé, et ça a germé presque d'une mauvaise blague. Oui, mais du coup, cette mauvaise blague qui ne vient ni de toi, ni de moi. Oui. Du coup, il y a vraiment ce côté, on est ensemble à ce moment-là, on se dit, oh, tiens, si on se marrait un peu, on sait qu'on est tous les trois fans de Charmed, de l'idée qu'on s'en faisait, parce qu'on sait que c'est rigolo, parce qu'on sait que c'est kitsch, parce qu'on sait que la fin des années 90 était belle pour le kitsch. Et à l'époque, c'était pas totalement kitsch en vrai, parce que on était en 2011, elle est finie en 2008, c'était pas la première saison. Ah ouais, la première saison, voilà. Du coup, on s'est mis à regarder ça. Je ne me rappelle pas exactement ce qui nous a drivé là-dedans, mais dès les premières minutes, l'image, l'aspect qui faisait kitsch déjà à l'époque des séries américaines comme ça. Le doublage. C'est pas tant le doublage que l'adaptation. Ah ouais, je sais pas si tu te rappelles, mais de cette scène où il ouvre la porte et t'as le personnage de Andy qui dit mes plans sont tombés à l'eau et t'as une bouée de sauvetage. Enfin, c'est vraiment une phrase en particulier qui juste, je pense qu'on a eu
Il y a eu plein de choses. En fait, tout ce qu'on voyait, avec les quelques connaissances qu'on avait, on décortiquait les effets qui étaient mis en place. Par exemple, lorsque Piper va figer un personnage, elle est bien d'un côté du cadre, pendant que l'autre personnage est de l'autre côté du cadre, et du coup, on voit bien qu'il est à l'arrêt. Qu'ils ont mis pause sur ce split de l'écran. Et voilà, c'est toutes ces petites mécaniques qui, je pense, ont mené à cette blague, en fait. À ce côté, franchement, ça doit être rigolo à faire. Oui. Et est-ce qu'on aura l'occasion de jouer des personnages avec des pouvoirs un jour? J'en sais rien. Quand PO a eu cette idée de dire vous imaginez, au lieu de faire les sœurs Halliwell, on fait les frères Halliwell et on fait ça à Poitiers. Franchement, c'était assez catchy, quoi. C'est clair. Moi, je me suis tout de suite associé à Plout, simplement parce que c'est mon personnage préféré, en fait. Donc, clairement, dans la série de base, c'est qui reste que 3 saisons, mais c'est celle que je préférais. Et aussi parce que c'est l'aîné. Toi, tu t'es très vite associé à Piper, en fait. Cette soirée-là, on avait eu un débat sur qui ferait qui t'es associé à Piper. Et finalement, aujourd'hui, t'es vraiment associé à Piper. Je le sais pas, la pauvre comédienne, mais oui, si t'as un lien particulier avec ce personnage. La soirée se passe. Oui. Donc l'été arrive et je viens de récupérer le fameux Canon 7D qui va être responsable de tout ce projet à la base, on va dire. Et je récupère cet appareil photo et il y a un truc il m'a coûté hyper cher, j'aimerais bien l'exploiter. Spoiler alert, il a bien été exploité cet appareil. En tant qu'enfant, mon rêve, c'était de faire une série. C'était un rêve d'enfant, c'était de créer une série fantastique où je ferais jouer les personnes que j'aime. C'est très très drôle. Mon rêve d'enfant a été réalisé. J'ai fini à 30 balais. À 30 balais, j'ai fait mon rêve d'enfant. Donc là, je suis dans une autre problématique. C'est chercher un autre rêve. D'où le podcast, d'où le revenir sur ce projet et de savoir ce qui m'animait à ce moment-là. Mais à ce moment-là, voilà, c'était un truc qui me tenait à cœur. Cette idée me faisait rire. C'était parodique. C'était aussi un défi parce que ça impliquait des effets spéciaux. C'était des effets spéciaux qui sont quand même si c'est petit à notre échelle, il fallait que ce soit un minimum crédible. Donc on arrive en septembre, j'en reparle à William, on se retrouve pour la fac pour la 2e année, et là je lui dis, j'ai écrit un scénario, j'ai repris l'épisode 1 et j'en ai fait quelque chose, quoi. Voilà. Donc ton personnage devient Pips. Avant d'être Peter, il était Pips quand même. Quand c'est Piper, ça fait Pipé. Pipé, ouais. Voilà, c'était Pipé pour un prénom. Alors déjà, Pru et Feub, c'est la parodie, elle a des limites. Ouais, c'est ça. Faut qu'on l'assume. On arrive ce week-end de mi-septembre qu'on a calé complètement à l'arrache et à tourner ces scènes. Et est-ce que tu te rappelles de la première scène que tu as tournée? Absolument pas. La première scène de la série, ça a été, il y avait Carmen qui a réalisé le premier épisode, parce que moi je voulais jouer un rôle mais pas réalisé pour le premier épisode. Parce que j'avais déjà écrit, je dis j'ai trop de trucs à faire en même temps. Ouais. Donc Carmen était là, il y avait Florent et moi devant la fac d'histoire géo, la scène avec Émeric, et il me semble, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que ta première scène, c'est la scène où on est devant la fac et on marche. Okay. Je crois que c'est celle-là, je suis pas sûr. Ou alors celle-là était tournée le dimanche. Enfin, bref, ça a été. Le premier épisode a été tourné en un week-end. Oui. Est-ce que tu te rappelles de ce tournage? Est-ce que tu as un souvenir de ce tournage-là? Moi, je me rappelle de plein de choses, notamment qu'il a été extrêmement long parce que Carmen faisait toute la séquence. Oui, ça, en fait, non seulement Carmen faisait toute la séquence, mais je crois qu'elle prenait pas de. Je crois qu'on faisait une prise de sécu. Il n'y avait pas un truc comme ça? Ah non, mais pas elle en avait fait 50 de prises de sécu. Je l'ai tourné 50 fois la même chose. Je voulais pas dire de bêtises. Et du coup, il y avait ce côté, on retournait beaucoup de fois les mêmes choses. Et c'était des essais. Et en vrai, le tournage me laisse pas énormément de souvenirs, parce que je crois que contrairement aux autres, on y reviendra, mais le fait que ce soit très court, très intense mais très court, tout est passé très vite. Oui, c'est vrai. Même si dans l'instant c'est long de refaire les choses c'est vrai. Mais je revois Carmen de l'autre côté de la caméra, ça y a pas de souci. Je revois ces scènes où on est sur le canapé, où on est dans notre appartement, ce genre de choses. Mais au final, ça passe très très vite. L'émotion que j'en ai, je te propose de faire ça, ok, ce sera ce week-end-là, ok, on le fait, c'est fait. Oui, c'est vrai que c'est ce truc d'instantané qui aujourd'hui serait un peu impensable, même pour un petit projet. Mais il y avait un truc d'instantané, c'est genre, on fait ça, voilà. Et cette énergie-là, elle était assez incroyable en vrai. Ouais. Les scénarios, on l'avait en main. On a essayé un peu de l'apprendre, mais pas tant. Enfin, tout s'est fait très vite. Non, la première scène que tu as tournée, c'était pas celle avec les cartons. Si, dans ton appart. Il y avait ma mère qui bougeait le carton, je me rappelle de ça, elle bougeait le carton. Oui. Ouais.
C'est là qu'est né l'assistant, le fameux assistant tout. Oui, toi t'as fait l'assistant balai, tu as fermé la porte en Je fais l'assistant de porte. L'assistant carton avec les petits cartons qui bougent. En réalité, Ouais, c'est possible. Mais je pense que même tu l'as fait exprès pour que ça nous ancre un minimum dans nos personnages de ok, on rencontre nos personnages, ils sont tous les trois, voilà la dynamique. Mais non. Non. C'est, je l'ai, la première scène qu'on a tournée. Une scène qui a été coupée au final dans l'épisode au fur et à mesure, mais c'est la scène où on marche dans l'escalier là. Et après on arrive, et tu sais, un orage se prépare. C'est... Putain, c'est la scène où on est tous là, on vient d'avoir on a une espèce de pseudo-dispute et je mettais du sucre, tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles de ce détail, mais je sucrais le café froid d'Adrien à chaque fois et on ne le réchauffait pas et lui il avait tout un... À la fin, il n'arrivait même plus à tourner la cuillère tellement il y avait de sucre dans son café. Dans l'escalier de ton appartement et tout là. Oui, il avait l'escalier, puis après, tu avais dans mon appartement et on enchaînait toujours, on s'installait avec les parapluies. En fait, c'était le retour de l'enterrement de Graham dans la narration, avec l'histoire de la drogue, après qui a été mieux adaptée, mais sur le moment, c'était juste t'es un ancien drogué, bouffe du sucre dans ton café. Voilà. Oui, c'est ça que je pensais du coup. Ouais. Et puis après, il y a le passage où il y a tous les cartons qui sont entassés. C'est que c'est deux scènes différentes. Il y a un laps de temps qui se passe entre deux. La première partie, je n'en avais vraiment plus du tout de souvenir. Juste, je te revois à la fenêtre en disant un orage se prépare. Un orage se prépare. Il y a des phrases comme ça mais les uns comme les autres, on a ces phrases qu'on veut absolument mettre, qui symbolisent énormément de choses. Moi, je sais que dans les épisodes que j'ai écrits, j'en avais aussi, mais qui, en fait, avec du recul, apprenez que tout n'est pas important, quoi. Oui. Et puis surtout, en vrai, il y a ces phrases-là on y tient vraiment sur le moment. Et en final, on les garde pas parce que la narration fait et l'écriture fait que tu les gardes pas. Mais par contre, tu en as d'autres qui deviennent vraiment iconiques, mais pas volontaires, vraiment. T'as des trucs qui te reviennent, et puis ça devient des fous rires ou des choses comme ça. Voilà, je repense à le fou rire qu'on a eu parce que je suis me casser la gueule sur un épisode un peu plus tard. Donc le premier épisode se tourne, on tourne cet épisode, ça se passe vraiment bien. Et on se dit, moi j'ai toujours le concept, et c'est là que le concept de ce projet, au-delà de l'histoire, commence à popper, c'est on va passer la caméra et l'écriture à plein de gens. Nous, on va continuer à jouer nos personnages, mais l'idée, c'est que, comme tu disais, on avait peu de pratique. Ça nous faisait de la pratique à notre échelle. En plus, c'était plaisant d'avoir ce projet-là et c'était plaisant de ne pas le porter seul. Donc, on arrive au deuxième épisode qui, du coup, a été écrit par toi. Oui. Donc là, l'épisode avec la succube. Parce que la seule chose que j'avais imposée, c'était la parodie qu'on allait faire de l'épisode. C'est-à-dire, là, sur cet épisode-là, on allait parodier le monstre de la succube, qui est un monstre de la série. Donc là, tu pars sur l'écriture. Est-ce que tu as des souvenirs de ça ? Moi, je me rappelle du speed dating. Oui, je me rappelle que les dynamiques étaient très claires dès le début, dès le premier épisode. Phoebe est un coureur de jupons, on va dire. Prue est beaucoup plus terre à terre. Il a ses études, il sait où il va, il sait où il veut aller, etc. Il se projette énormément. Et Pips, il vit sa vie. Et alcoolique. Parce que dès le départ, il a des problèmes d'alcool. Quand même. Dès le départ, il a des problèmes d'alcool. Du coup, il y a ce côté... Il vit sa vie, mais il est un peu alcoolique. Mais on ne sait pas exactement où il va. Côté. Mais il est tampon. Je me voyais pas comme quelqu'un qui avait une grosse personnalité. Et du coup, je me voyais très bien dans ce moment où mon grand frère et mon petit frère ont tous les deux une grosse personnalité. Et moi, je suis là à faire le tampon entre les deux. C'est pour ça que je m'identifiais bien à Piper. Donc, à l'écriture de ce deuxième épisode, je me dis, la succube... c'est obligé, elle s'attaque à Phoebe, puisque c'est lui qui a des relations plus éphémères que les deux autres. Dans l'écriture, je veux que ce soit drôle. Et du coup, je vais avoir cette recherche de l'humour et de la blague. Et je me rappelle de séquences de rythme où on est, par exemple... on y reviendra si on fait l'épisode ensemble, mais je me rappelle de ces épisodes où c'est vraiment du chant contre chant assez basique, mais c'est du très rythmé. On est Phoebe et Pips sont devant ta porte, il y a quelqu'un dans ta chambre et du coup c'est tac au tac et essayer de trouver ça. Et finalement, ce que j'ai trouvé, je sais pas si je l'ai fait exprès ou si je me suis trouvé intéressant, mais effectivement Phoebe est la victime parfaite pour la succube, mais dans une envie de se rapprocher de son frère après l'épisode 1 où ils se retrouvent tous les trois un peu, il va l'inviter donc à un speed dating. Finalement, c'est pas lui qui va être le sujet de la succube, ça va être Prue, qui veut lui rencontrer quelqu'un, qui veut s'établir, qui veut avoir
On savait à l'époque, tu l'avais écrit comme ça, comme étant ayant des problèmes avec sa sexualité, avec son rapport émotionnel avec ses partenaires. Mais c'est quelqu'un qui se voyait aller plus loin, et du coup, il y a quelque chose de... Quand il rencontre la Sugu, il joue pas un jeu. Dans le speed dating, il joue pas un jeu, il est toujours naturel. Phoebe, lui, voilà, il est archétypal, il faut qu'il en fasse des caisses, et Adrien le singe parfaitement avec son naturel clown. Il fallait que ce soit exagéré, il fallait que ce soit de la parodie, parce que toute cette première saison, et la deuxième commencera à lâcher ça, mais c'était de la parodie, c'était de l'humour. On prend Charmed, on s'appelle Charmed quelque chose, et on casse tout, et on s'amuse, et on fait ça. C'est ça. C'est un peu l'épisode de la semaine, un peu l'aventure de la semaine. Il y a des petites choses qui se suivent, et notamment il y a l'arrivée de l'épisode de Barbas qui va commencer à créer une continuité. Mais c'est pas le but. Voilà. Le but, c'est on découvre leur quotidien, c'est assez simplifié. Effectivement, la première mouture de ce projet s'appelle Charm Resolution, et la première saison de Charm Resolution était complètement 100% parodique. Les défis de l'écriture, c'était pour moi réussir à en faire quelque chose de très très drôle, ce qui n'est pas facile, c'est très difficile d'être drôle, et que ça tienne 40 minutes. C'était aussi l'objectif de la série à l'époque, c'était de faire des épisodes de 45 minutes. Ah, c'était beaucoup trop. C'était l'objectif. Ça s'est basé là-dessus. On voulait vraiment faire une parodie des séries américaines avec le format à l'américaine de 45 minutes. L'enfer. Sauf qu'ils ne tournent pas en 2 jours. Ça, on l'a appris plus tard, mais ils ne tournent pas en 2 jours les 45 minutes. Et puis, c'est un format beaucoup trop long. Effectivement, c'est très long. Mais du coup, à l'écriture, je ne me rappelle plus exactement de la sensation de devoir allonger encore les choses. Est-ce que j'ai réussi à trouver tout de suite le format, et on verra combien de temps ça dure? Je pense qu'on était après parti sur plus ça, oui, évidemment, on pouvait pas se projeter. Moi, j'avais aucune expérience là-dedans. Donc, perso, non plus. On écrit, il y a un temps de séquence, et puis on voit combien de temps ça tient. Ça m'a permis de voir que j'étais capable d'écrire, en tout cas. Donc ce premier rapport-là, il était quand même assez chouette. Et puis l'intrigue tient la route. Elle tient la route. Le personnage de la succube est cool. Bon, alors la première difficulté qu'on a eue, c'était de travailler avec Pierre-Louis en réalisation, parce que lui, c'était un réalisateur qui était complètement externe, donc il avait des petites connaissances. On parodiait quelque chose d'américain, donc pour moi, c'était évident que le scénariste pouvait être différent du metteur en scène, ce qui est quand même pas trop le cas en France, en fait. En France, c'est très rare, ça commence à se faire, mais c'est quand même très très rare. Souvent, la personne qui réalise a aussi participé à l'écriture, participé à la construction narrative. Donc là, on était avec un premier réalisateur qui était pas... Donc Carmen, elle était quand même dans le projet, elle avait prévu... D'ailleurs, c'était dans ton épisode, on introduisait le personnage de Léa, qui est l'équivalent de Léo, mais inversé, qui était joué par Carmen à l'époque. Et donc, elle avait déjà un pied dans le truc, elle était dans le délire. Ce qui n'était pas le cas de Pierre-Louis, qui lui avait participé un peu dans l'épisode 1, mais il a fait de la figuration. Il joue ton patron. Ah oui, c'est vrai. Et donc là, il se retrouvait à prendre la caméra d'un projet qu'il ne connaissait pas spécialement. C'est-à-dire, lui, ce qu'il a entendu, c'est on essaie de faire une série où on se marre. Est-ce que ça te dit de venir et de participer et d'expérimenter des trucs, de garder une consistance sur la durée? Lui, c'était pas son objectif. Oui, c'était pas assez clair en tout cas. Oui. Donc je me rappelle très bien. En plus, à l'époque, j'avais vraiment ce côté. C'est la première fois que j'écrivais, donc je pense que j'étais très proche de ce que j'écrivais. Et donc je prenais un peu la mouche quand on voulait bouger les choses. D'ailleurs, une réplique dedans que tu m'as dit à l'époque, c'est nul un petit peu quand même. Tu l'as pas dit comme ça, mais... une réplique de la succube que tu as enlevée dans la série maintenant, aujourd'hui, dans The Gift, où elle fait un laïus et elle dit oui, c'est dur la vie, et d'approcher les gens avec un cœur de glace. Ah oui, c'est vrai. Et cette réplique, l'actrice, elle avait du mal à la jouer parce qu'elle n'était pas nourrie et que c'était une phrase bizarre. Et du coup, j'ai quand même voulu que ce soit dedans, etc. Et ça, c'est aussi quelque chose que ça m'a appris un peu avec le recul. Mais du coup, Pierre-Louis, il était vraiment... j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie que ça me ressemble. Oui. Un minimum. Oui, c'est clair. Et donc, il y a quand même des passages qui sont... Notamment, je pense à la bagarre de fin, qui sont filmés à sa manière, Il a quand même réussi à mettre de la personnalité dedans. Après, on en reviendra plus tard sur les montages, parce que le montage, ça n'a pas suivi, parce que je ne sais pas pourquoi j'avais la naïveté de penser que les personnes qui réalisaient pouvaient monter leurs épisodes, ce qui est
pas du tout le même travail, pas du tout la même chose. Et avec le recul, je pense que j'aurais pu prendre ce rôle-là de monteur avec eux et ça aurait été beaucoup plus agréable pour eux et pour moi. Avec les si on fait le monde. Hein. Mais ça aurait été quelque chose un accompagnement qui aurait été efficace, je pense. Mais dans l'idée, tu vois que ce projet, il a ouvert la porte à plein de gens parce que Pierre-Louis, il a pu se permettre de faire des plans particuliers, de mettre un petit peu de personnalité quand même dans ces limites qu'on avait moi en tant que scénariste qui avait du mal à lâcher un peu, toi en tant que chef de projet un peu essayer de guider, mais il a réussi à trouver un petit peu de personnalité et tu sens qu'il y a un côté on ouvre la porte, on a envie de se faire plaisir puisqu'il a voulu qu'on ajoute un petit personnage pendant le speed dating où il a pu se permettre de faire un truc et tout, mais tu sens même dans la façon dont il a de le jouer qu'il a envie de se faire plaisir, mais il n'a pas envie de nous gêner parce qu'il passe très vite dessus. Il n'arrive pas à faire exactement ce qu'il avait envie de faire. Du coup, il a dit non, mais c'est pas grave, on le laisse et puis on a autre chose à faire, etc. En fait, c'était extrêmement contraignant dès le départ. Ouais. Voilà. Là, en fait, l'épisode 1, il y avait une certaine liberté parce que Carmen suivait vraiment l'esprit. Là, pour le coup, il s'est retrouvé à la contrainte de temps, de l'organisation. Lui, il était moins disponible, en fait, donc il a beaucoup passé la caméra aussi après. Et c'était la première vraie contrainte qu'on a eue. Ça passe, on passe au 3e épisode et là tu te retrouves à devoir jouer 2 personnages, donc c'est encore moi qui écris cet épisode là et là la réalisatrice c'est Marjo qui jouait un personnage au final aussi. Donc elle était déjà dans le délire, donc on repart un peu plus dans un délire comme avec Carmen, mais cette fois Marjolaine, l'avantage qu'on a eu c'est qu'on a pu se concentrer un peu plus sur Andrea, puisque c'était elle qui jouait ce personnage-là, et elle a filmé beaucoup plus de choses sans que je sois présent. Par l'expérience qu'on a eu avec Pierre-Louis, là cette fois on va lui laisser un peu plus d'espace, donc j'ai un souvenir très très drôle de cet épisode où j'arrive. Première fois qu'on tourne une scène, c'était les scènes qu'on avait chez vous. Oui, parce que l'endroit où Peter et Phoebe vivent, c'était votre colocation avec Adrien. Donc c'est drôle, c'était assez accurate. Et l'appartement de Prusse, c'était mon appartement. Oui. J'arrive et je me suis teint les cheveux en rouge. On a tourné en janvier cet épisode. Parce que je me suis teint les cheveux suite à un pari pendant Noël. Vous m'avez pas vu depuis des plombes. Et là, j'arrive, j'ai des cheveux rouges pétants. Mais vraiment... Mais bouclés. Enfin bref, ça, je me rappelle de la tête que vous avez fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans cette En vrai, c'était habituel avec moi. Mais là c'était assez violent. Je pense que c'est la première fois que je faisais une couleur aussi. Fallait chier aussi. Fallait l'assumer quand même. Aujourd'hui, je suis pas sûr que je l'assumerais. Mais ouais. Et donc, j'ai ce souvenir-là. C'est la première fois qu'on voit aussi le personnage de Peter plus méchant, plus agressif. On voit une autre facette de ce personnage-là. Donc, cet épisode, il y a un Négapips. Il crée une version de lui maléfique, mais c'est une version de lui, finalement. Oui, ça on l'apprend plus tard. Mais ça on l'avait déjà. Je sais plus si on l'avait déjà. Parce qu'on parlait aussi de l'histoire générale ensemble. Beaucoup, on avait construit beaucoup de l'histoire générale, et je crois qu'on avait déjà déterminé. On avait déjà déterminé, mais via l'alcoolisme de base aussi. On avait établi qu'il avait des problèmes et que ces problèmes, si on les extrapolait, ils allaient bien quelque part. C'était un peu les premières scènes vraiment qu'on tournait en extérieur, de ce que je me souviens. Donc tu sais, à côté d'un rond-point, dans des voies de passage, dans des trucs comme ça, avec de soir. Donc c'était des problèmes de luminosité qu'on a vu, on a bien été obligé de constater à l'image après. Parce que, pour préciser le contexte, il n'y avait que le Canon 7D. Il y avait un Canon 7D avec un objectif. Ni son, ni la prise de son, micro externe, ni lumière externe. Donc, ça nous a permis de passer inaperçu. Oui, ça c'est clair. À l'époque, ne pas demander d'autorisation. Oui, c'est clair. Mais le gros problème, c'est que... c'est dégueulasse. Faut le on dire. se revendiquait de Noob, mais Noob avait des trucs. Pas au départ. Au départ, pour avoir regardé la série plus tard, parce qu'on m'a beaucoup parlé de cette série pendant qu'on tournait, mais je ne savais pas ce que c'était. Et quand je l'ai regardé, je fais non, au départ, c'était comme nous, ils étaient autant en galère. C'était la dèche, mais ils faisaient pas des scènes de nuit. Non, il avait certainement plus de connaissances que moi, ça c'est clair. Là, pour le coup, c'était. Mais en fait, c'est ça qui était plaisant aussi dans cette période-là de ce projet, c'est qu'on osait des trucs en fait. On osait et c'était pas grave. Oui, voilà, en fait, le résultat n'apportait peu, et au final, c'est pour ça qu'on arrivait à avancer aussi vite. Parce que le résultat apportait peu. Nous, ça nous éclatait de jouer ces personnages. Et donc là, le truc principal pour moi, c'était de jouer 2 personnalités différentes. Un mec
un peu timide, paumé d'un côté, et son pendant, je sais pas quelle caractérisation on peut lui donner, mais je sais que dans le jeu, je suis renfermé, mais froid et méchant, mais il n'y a pas vraiment d'interaction. Non. On me voit kidnapper Andrea, mais il n'y a pas d'interaction, genre je l'insulte pas, il y a juste, voilà, il y a les étapes de, ok, il fait ça, et il la met là, qu'est-ce que ça veut dire, on ne sait pas exactement. Mais du coup, qu'est-ce que je joue ? Il faut que je joue quelque chose de différent, quelque chose de noir. Et j'ai dû me taper moi-même sur une séquence très bizarre où je devais faire une première fois une espèce de combat et après me changer et refaire le combat. Ah, elle était oui, c'était elle qui c'est était Marjo, mais c'était absurde. Voilà, c'était particulier, quoi. Mais c'était plein de petites trouvailles d'ingéniosité aussi. On en reviendra plus tard, mais donc la découverte là-dessus pour moi, c'était un peu ma première fois à jouer deux personnages un peu dans la même continuité. Donc l'épisode suivant est important pour moi parce que c'est le premier que j'ai réalisé, donc c'est un huis clos, et c'est un très très bon souvenir qu'on a ensemble. Oui. L'espèce de fou rire, moi c'était un sourire nerveux parce que clairement j'étais épuisé, mais c'est la première fois qu'on était vraiment que tous les trois. Bah oui. Aussi. Comme c'est toi qui réalisais. Oui, c'est vrai, il n'y avait pas besoin d'avoir des milliards de personnes. Il y a une personne qui est venue pour faire du make-up mais qui partait après. Ensuite, en fait, on était que tous les trois. Et du coup, il y avait un truc de... non, c'est un souvenir que j'aime beaucoup, cet épisode-là. Il est très particulier pour moi parce que plein de raisons en tant que réalisateur. Surtout qu'après, j'ai ajouté d'autres choses quand j'ai commencé à créer The Gift. Mais puis c'est important pour les personnages parce que c'est l'épisode où on commence à vraiment développer... leur faille, effectivement, développer leur passé, leur lien, leur peur profonde. C'est pour ça que c'est le personnage de Barbas qui est mis en avant. Alors à la base, je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait 2 épisodes qui étaient parodiés. Il y avait beaucoup trop d'ailleurs dans l'écriture. J'avais parodié Barbas et j'avais parodié la formule de vérité. Et Adrien, il faisait une formule de vérité et on était obligé de dire la vérité quand il parlait. Mais ça a été complètement coupé. Mais dans la première version, il y a ce truc il nous fait dire la vérité. Oui, tout à fait. Voilà. C'est là qu'il y a eu des vannes sur tes cheveux. Oui, il y a eu ça. En même temps, vu ce que tu leur fais subir, je suis pas étonné. Voilà, il y a plein de. Oui, parce que mes cheveux étaient encore un peu rouges. Dans cet épisode-là, il y avait un truc de trop. Il y avait trop de trucs. Trop gros, trop compact. Mais dans le contexte où on était en train de tourner, c'était par rapport au temps qu'on avait, on passait nos examens parce qu'on était encore à l'école quand même. C'était beaucoup trop. Là, vraiment, on s'était dit c'était bien de le faire, mais là, on va se faire une pause. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On a quand même appris un petit peu de nos erreurs parce qu'on n'a pas tourné pendant un certain temps, jusqu'au mois de mai. On avait calibré que le mois de mai, on le passait à tourner la fin de la saison. C'est là qu'on a déterminé qu'on en ferait 10. Et on s'est établi dans l'écriture, je crois qu'on était tous les 2, et Adrien en a écrit un, si je me rappelle bien, le 7. J'ai écrit le 6, et Adrien a écrit le 7. Le 8, c'est Emma qui était là depuis le début aussi du projet, mais qui nous a rejoint après en tant que page, mais qui était là en technique assez vite, qui était une pote que je voyais beaucoup, qui elle a écrit le 8, et l'a réalisé. Le 9, c'est toi qui l'as écrit, et le 10, c'est moi qui l'avais écrit. Il commence à avoir une équipe de scénaristes qui s'est établie. Il y avait aussi Florent et Véronique à l'époque qui donnaient des avis, qui aidaient. Mais voilà, il y a eu une équipe qui s'est forgée. Et finalement, là qu'on a commencé à faire une structure narrative suivie. Oui. Avec Barbas qui revient, machin. Est-ce que tu te souviens de ce mois de mai, de cette période-là ? Est-ce que tu as des souvenirs qui repopent ? Sachant que, bien sûr, spoiler alerte, je vais demander à William de revenir m'accompagner sur la visionnage de certains épisodes de la série. Donc, potentiellement, il verra certains épisodes de la saison 1, donc on aura l'occasion de développer ça. Là, si tu as une idée générale de cette période-là, enfin, du tournage de la saison 1, finalement. Oui. Mais je sais que, voilà, si on doit retracer les périodes un peu, ces 4 premiers épisodes, je sais pas où tu places le 5e, je me rappelle plus à quel moment on le tourne, mais... Le 5, on l'a tourné en mai. En mai, ouais. Du coup, ces 4 premiers épisodes, il y avait ce côté, on est généreux, on se donne et on vient, il y a des gens qui viennent, on se marre, on essaie de se marrer en tout cas, on essaie d'en profiter. D'un coup, ça devient un peu plus sérieux. Plus structuré. Il faut qu'on aille au bout. Il y a ce côté, on ne se permettra pas de pas aller au bout. Oui, c'est l'occasion. Il faut qu'on on tourne, point. Il faut que ce soit terminé. Déjà, ça a changé un tout petit peu les choses. Tout devenait un tout petit peu moins drôle, un tout petit peu plus important. On a continué de se marrer, mais les enjeux, en tout cas, étaient un petit peu plus importants. Et en fait, je me souviens pas tant de la période de tournage. Je m'en souviens pas, mais je sais que c'était épuisant.
Oh, mais ça, parce qu'il y a eu beaucoup de tournages loin, de nuit, tard. Oui, parce qu'il y avait les vampires. Et les vampires étaient de nuit. Mais la pire idée ever, en fait, les vampires. Ça finit à 5 heures. Je me rappelle d'un moment où je rentre chez moi en voiture et au moment où je me gare, il y a un gars à la radio qui dit « Hey, bonne journée à tous !» Et je vais te faire foutre. Je vais me coucher. C'est vraiment cette période-là. Mais en soi, j'ai pas vraiment de retour comme ça sur ce moment-là, sur mai. Je sais juste qu'on a fait peser sur des gens qui voulaient juste nous aider, participer à ça avec nous, un poids qui aurait peut-être pas dû être sur leurs épaules. Oui, normal. Adélaïde, qu'on fait venir, qui est très gentille de venir et qui vient pour plusieurs tournages et qui... sur quasiment tous les tournages finit très tard, fatigué comme pas possible. C'est ce côté un petit peu plus sérieux, ça a entraîné ça, tu vois. Ça, oui, ce petit dommage collatéral un peu à tout le monde. C'est intéressant de le citer pour ce passage-là. Ce qui est rentré en collision, c'est que on a gardé les mauvaises habitudes, enfin les habitudes qu'on a prises avec les anciens épisodes, mais là c'était beaucoup plus XXL. Oui, on fait des horaires de malade quand on tourne des premiers épisodes, mais ça allait parce que c'était 4 jours et après on pouvait s'en remettre, c'était fait. Comme tu disais, on avait l'impression que c'était terminé. Donc c'était très court finalement. Et il y avait un truc de plaisant de dire ah bah ouais, mais on a fait un épisode. Là, on se retrouve à faire un mois complet dans des épisodes qui sont cross-bordés, donc c'est-à-dire qui commencent à être mélangés. Alors ils sont pas totalement cross-bordés, c'est-à-dire qu'on tourne pas des séquences mais des semaines qui sont établies pour chaque épisode. Alors oui, on a plus de temps pour tourner, mais finalement, comme il y a plus de choses impliquées, plus de personnes, plus de comédiens, plus de personnages, plus de scènes, plus de décors, ça implique énormément de changements et donc beaucoup plus de temps. Donc là, le calcul est pas bon, quoi. Là, on se retrouve à des épisodes où on tourne le jour et la nuit. Enfin, là, on perd la maîtrise. Et en même temps, là, je pense qu'il a fait souffrir. Tu parlais d'Adélaïde, ce qui l'a fait plus souffrir dans ce projet, c'est le fait que elle tournait principalement de nuit, puisque c'était un vampire, et de nuit dans le froid. Ça aurait été des tournages de jour. Elle aurait été un personnage de jour avec que des scènes de jour. On n'aurait pas eu l'obligation de tourner de nuit. Ça aurait été vécu différemment, je pense. C'est vraiment cette difficulté d'avoir foutu des vampires. Mais quelle idée, mais quelle idée. Là, pour le coup, je suis entièrement responsable de cette connerie. Alors, j'aimais bien le lore de Tour des Gitans, des choses comme ça. Il y avait quelque chose qui venait au plus d'Anthony et de Véro, qui était culturellement intéressant à développer, mais absolument pas du tout une bonne idée de faire des vampires quand tu ne peux pas tourner de nuit et que tu n'as pas de lampe. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que ce tournage il a duré 1 mois et la difficulté qu'on y trouve, c'est cet épisode 6 en 2 parties. Tu vois, là, ce qu'on ressort, c'est là comme ça, l'épisode 7, il a été un peu tourné de nuit aussi. Les zombies, je me rappelle de ce tournage de soir. Ouais, mais c'était les passages avec Adé et Anthony finalement. C'était pour pouvoir les inclure dans l'histoire en fait. Donc elle a fait quasiment que des scènes de nuit à Beau. Anthony aussi, en vrai. Tu vois, l'épisode 8, il s'est tourné très court, comme c'était sur... Enfin, je vois l'épisode 8 comme un épisode où on est majoritairement sur une aire de repos, tu vois. Oui, mais c'est ça. Il a été tourné en une journée, ouais. De toute façon, c'est ça. Du coup, il a été un peu chill. Oui, c'est clair, il était chill. En plus, on était que tous les 3 avec Emma et Max qui l'aidait un petit peu. Et en fait, c'était très court, en fait. On était sur une aire de repos. Ça a filé. Et donc, vraiment, la complexité, ça s'est vraiment mis... Parce que l'épisode 4, il a donné du poids à l'histoire. Ok, là, vous rentrez dans une véritable histoire, en fait. Donc, je parle toujours de Charmed Resolution. Oui, bien sûr, oui, on parle de Charmed Resolution. Dans tous les cas, on parle de la version 2013 du projet. Donc, cet épisode 4, il a donné du poids à l'histoire. Du coup, on doit l'assumer. Et on doit l'assumer. Et là, on avait écrit, effectivement, avec toi, avec Florent, moi un petit peu... avec Véronique, on avait donné des trajectoires qu'il fallait faire, qu'il fallait écrire. La difficulté, finalement, à résumer, ça a été le mois, effectivement, que c'était tendu parce que la fatigue accumulée a été difficile, mais en fait, la nuit. Oui, c'est ça, c'est des tournages de nuit qui étaient abominables. Et même l'épisode 9 avec Soline. Oh là là là, l'enfer, cette scène là. Le froid. Ouais, mais c'est ça en fait. 25 dans une cour de 10 mètres carrés. En vrai, on a eu de la chance de ne pas avoir de problème. Vraiment, t'as eu de la chance de ne pas avoir de problème. Parce que personne n'était prévenu. Enfin, ça a été un peu. Waouh, c'était violent quand même.
Mais en même temps, cette scène, elle est particulière aussi. Hein. Par contre, tout était particulier. C'était une ambiance très particulière, ce tournage-là, mais il y avait quand même encore un côté... Bah ouais, mais c'est festif. On arrivait encore à s'amuser. Le rapport entre ton personnage et le personnage du grand-père, par exemple, qui est juste moi avec une perruque, c'est quand même assez drôle aussi à développer. Il y avait... Moi, je tenais à finir parce que j'aime bien finir les choses, et je me suis rendu compte que c'était une qualité défaut. Mais en fait, on tenait tous un peu à finir ce projet-là. Ouais. On avait terminé le projet et en fait il existait 2 fins. J'avais quand même tourné sur l'épisode 10 2 fins. Il y avait une fin qui donnait une résolution bâclée, mais une résolution cliffhanger de fin, et une fin avec un cliffhanger. C'était au cas où si on n'avait pas à faire de suite. Moi j'avais quand même, là c'est là que mon côté têtu a commencé à sortir, c'est que j'avais quand même vraiment fait de faire une 2e saison, parce que pour moi c'était... En fait t'avais une vision. Voilà. Et à partir de là... Ok, t'as une vision, mais finalement le côté parodique commence à disparaître pour rentrer dans un côté beaucoup plus narratif. Ouais. Donc ça, le personnage devait avoir une trajectoire. Donc si tu te rappelles bien, c'est là que l'écriture a été compliquée aussi pour plein de gens, et c'est pour ça que il y a eu pas mal. Toi, t'as eu un rapport difficile à l'écriture et tout ça parce qu'on a changé de concept, mais je l'ai changé sans vraiment consulter pour ça. Je voulais que chaque personnage ait une intrigue différente sur les 5 premiers épisodes et que chaque intrigue avance dans chaque épisode. Ajouter à ça aussi que je voulais que chaque épisode parodie ou réécrit un conte ou un mythe. Oui. Donc là, les difficultés que je t'ai foutues sur les épaules pour l'écriture de la 2e saison. La parodie du mythe, c'est plus une contrainte, une bonne contrainte qu'autre chose. C'est-à-dire, au moins, ça cadrait un petit peu. Ok, c'est comme quand tu dis, là, ce serait bien de parodier la succube. Là, c'est un mythe, on fait une saison, c'est plus cohérent. Voilà, ça parodie un conte, un mythe, voilà, c'est cohérent. En fait, il y a plein de choses qui se sont jouées pour tout le monde dans cette transition. Ouais. 2e année de licence, 3e année de licence. Moi, je sais que c'est très bizarre. J'ai du mal à revenir sur cette période en comprenant ce qui s'est joué, parce que effectivement, on passe l'été ensemble. C'était trop bien. C'est la première fois un peu que je passe un mois comme ça d'été, notamment mon anniversaire, pas chez moi, avec des vraies vacances et tout. Et cette année, je suis incapable de m'en souvenir. L'année qui suit, la 3e année de licence, c'est une année où j'ai rompu avec ma copine à l'époque, où j'étais très irascible, et je le dis parce que, pas tant parce que je m'en souviens, mais parce que je sais qu'on me l'a dit. Je sais que c'est des choses qu'on m'a rappelées. Comme un trou noir. Ouais. À la fac, on avait cette 3e année de licence, c'était le moment où on devait faire des pièces en groupe. Et j'avais eu des conflits à ce moment-là. Je me rappelle de toi qui m'a dit un jour, bien après cette période-là, mais qui m'a dit, en fait, t'avais surcompensé le fait que t'avais pas confiance en toi avec trop de confiance en toi. Oui, ça avait un switch assez marqué, ouais. C'est-à-dire, naturellement, je suis quelqu'un qui se met pas trop en avant, qui assume pas trop avoir des qualités ou quoi. Et cette année, j'ai l'impression, ça a été Negapips en fait qui est venu, presque qui a pris le relais pour quelque raison que ce soit. Ça a émaillé le projet. Effectivement, la première année, c'est un peu la période naïve. On avait envie de s'amuser, on avait envie de faire des trucs. Et t'es arrivé, t'as dit, finalement, ce projet, personne d'autre est capable de le prendre en charge. C'est moi qui ai écrit la plupart des épisodes. Quand les réalisateurs ils avaient des problèmes, c'est moi qui les aidais. Ouais, les montages, c'est moi qui les ai faits. Du coup, au bout d'un moment, en fait, c'est mon projet. À partir de là, cette année-là, je pense, Adrien, je sais pas ce qu'il en pensera, mais on a tous les deux un peu des trous de mémoire sur ce qu'on a tourné parce qu'on n'était plus vraiment dedans. Parce qu'en fait, il y a aussi, là, il y a une autre chose qui s'est jouée, c'est qu'on a officialisé aussi le fait d'avoir une association. On a créé une association ensemble. Oui. Cette association, il y avait un pôle cinéma, un pôle théâtre. Adrien avait pris le pôle théâtre, j'avais pris le pôle cinéma, toi, t'avais pris la présidence, un peu la jonction. Exactement la dynamique qu'avaient les 3 frères, finalement. Sauf que, l'air de rien, il y avait un besoin chacun de s'exprimer créativement, et la position de joint que tu avais, elle était pas juste. Pour moi, c'était pas juste de te mettre dans cette position-là. Tu avais besoin aussi de faire de la création, tu avais besoin de t'exprimer sur pas mal de choses à cette période-là. Là où j'ai effectivement pris la direction de la série, c'est que je me suis dit, en fait, si je la prends pas, ça ira nulle part. Ouais, il y avait cette envie de faire autre chose, de faire cette saison 2, mais personne n'avait d'intention en fait. C'est ça. Et du coup, c'était lancé comme un projet dont on penserait qu'il allait mourir. Oui. Et la différence
que toi t'as amené par rapport à tous les autres projets aussi que les autres faisaient dans leur coin, les autres associations qui se sont montées, les autres gens qui ont voulu faire des courts-métrages, des séries et tout, j'ai plein de références en tête, c'est que toi t'as dit non, on fait, point. Oui, je me suis pas laissé le choix. Ouais. Je suis têtu, je vais au bout. Voilà, vous n'êtes pas capable de l'assumer et d'assurer d'aller jusqu'au bout. Eh ben, je vais le prendre et on va aller au bout et je vais vous driver et on le fera ensemble. Mais du coup, ça t'a mis toi dans une position compliquée où t'as pris beaucoup de responsabilités et donc beaucoup de réflexion par rapport à ça. Réflexion parce qu'il fallait que ça avance. Et en fait, je pense que cette année, elle a donné ça. Tu vois, elle a donné la réalité du travail. Et de l'investissement. Et de l'investissement est différente de la réalité de la naïveté de faire un projet. C'est ça. Et puis il y a toujours l'idée de ok, c'est super cool de faire reposer des projets sur l'amitié. Tout comme on a te donné l'exemple d'Adélaïde qui joue Delia. Elle est venue par amitié parce qu'elle avait de l'amitié pour moi, pour nous, et qu'elle s'est dit en fait ça m'intéresse de participer à quelque chose qui vous faites par amitié. Le truc c'est que j'ai eu vraiment énormément de chance de tomber sur des personnes qui respectaient leurs engagements. C'est-à-dire qu'elle s'était engagée pour cet épisode, elle s'est engagée pour cet épisode. Alors que vraiment elle l'a mal vécu. Oui, on va pas parler à sa place, mais je pense qu'en tout cas elle m'a fait un retour de j'en ferai pas d'autres parce que c'est un truc que j'ai envie de refaire. C'était pas ouf quoi. Et je la comprends parce que pour moi même au bout d'un moment c'était waouh, il fallait les faire quoi. Donc on arrive à cette saison et en plus de ça j'ai des ambitions qui sont bien trop développées et je sais pas si tu te rappelles de ce fameux épisode musical que je voulais mettre en place et qui du coup impliquait des répétitions, impliquait de l'investissement d'autres personnes et moi j'avais commencé à prendre des cours de chant, j'ai réécrivé des chansons, enfin impossible à gérer, en plus de l'intégralité de la série, en plus de machin, mais c'était cette volonté de faire tout avec ce projet, voilà. De tester tout. C'est vrai que c'était devenu une pâte à modeler géante énervée quoi. Oui c'est ça, c'est-à-dire que c'était pas des petits tests. Effectivement, chaque épisode avait un peu son défi. L'épisode où on était censé chanter, l'épisode où on devient des dieux. C'est des épisodes en plus que toi comme moi on aime beaucoup dans la série de Charmed originale. Oui c'est ça. Parce qu'elle joue différemment, du coup on sait qu'on va faire des trucs différents. Oui c'est ça, il y avait ce truc là, il y a l'épisode qui se passe aussi le dernier jour de l'humanité, il y avait tout un tas de trucs qui faisaient que on va faire ça. Et il y avait cette idée de vouloir aller au plus loin. Concrètement, comment ça se présente? En septembre, je dis je vais réaliser et écrire le premier épisode qui va introduire chacune des nouvelles narrations. En plus, on introduisait le personnage de Paige. Parce qu'à la fin de la saison 1, Adrien mourait. Donc Phoebe était là sans être là. Il y a aussi ce truc-là qu'Adrien, lui, il a vécu aussi à distance parce que lui, il a été mis à distance dans la narration pour introduire le personnage de Paige. À celle de grand frère de Phoebe, il faut qu'on fasse le deuil du personnage, il faut qu'on respecte ce personnage. En même temps, on introduire un nouveau personnage. En réalité, avec le recul, on a fait des scénarios de 6 saisons en une saison. C'est-à-dire toutes les idées, il fallait toutes les mettre dans ce projet, dans cette saison. Et continuer de faire des épisodes de 40 minutes. Voilà, et toujours avec l'idée de faire des épisodes longs, alors que finalement les épisodes ne durent pas 40 minutes. En parallèle, je faisais le montage de la saison 1 pour qu'ils sortent les épisodes. Donc il y avait un parallèle de on sort les épisodes et en même temps on tourne les nouveaux. En vrai, cette période-là, c'était énervé quand même. Mais je devais être dans un état de burn-out constant. Ouais, c'était très énervé. On tourne le premier épisode qui est un épisode que franchement, je pense que ça doit être un des épisodes que tu as le moins apprécié. Tourné. Je sais même pas lequel c'est. En fait, cet épisode-là, c'est un épisode où il se passe pas grand-chose. Le personnage est exécrable parce qu'il est en deuil du personnage de. En fait, c'est l'épisode où on apprend que Phoebe est mort. Lui, il est en voix off. Et on a introduit le personnage de Paige. Donc c'est plus une dynamique autour du personnage de Paige qui vient, elle vole le livre et elle est poursuivie par Thanatos, le dieu de la mort. Ouais. Donc il y a tout un truc, et je sais pas si tu te rappelles de cette scène, mais on est dans un hall où on combat Curl qui joue Thanatos. Il y a Ombelline qui fait un personnage un peu blonde, un peu asservelée, qui est pas du tout le personnage qu'elle est de base, mais là je l'avais orienté vers un personnage très enfantin, très adolescent, très pain bêche. Toi t'étais dans un personnage et mon personnage avec les cheveux en Pierre Richard là, qui revient parce qu'il a tout abandonné et qui est à côté de la plaque, parce que en fait ce que raconte cet épisode, c'est comment tu gères la mort d'un frère après un an. Ça fait un an qu'il est mort. La magie a été révélée par Emmerich et donc il se retrouve dans un contexte narratif qui est beaucoup plus lourd. Oui. D'un coup, tu dois expliquer tout ça, quoi. Voilà, et en un épisode, parce qu'après l'épisode 2, c'est toi qui devais le prendre en charge dans l'écriture et qui était basé sur le Chaperon Rouge, qui devait être recentré sur William, qui devait parler de son deuil, qui parlait de son machin. Après, l'épisode 3 était déjà calibré, on devait passer sur un épisode centré sur Peter Pan, avec la personnalité de Peter Pan qui était reliée à ça. Il y avait une construction narrative qui était beaucoup plus dense pour moi, et qui donc dans le jeu, là, et dans
toi qui avais participé beaucoup à la conception de la première saison, là tu te retrouves dans un truc où, mais moi avec le recul, aujourd'hui je te le dis, j'aurais été à ta place, j'aurais pété un câble en fait, j'aurais dit mais t'es pas bien en fait, redescends en fait, on n'a pas de budget, on n'a rien, redescends, on refait les choses comme on les fait, si on veut prendre du plaisir, on descend les épisodes à 15 minutes et on se dit là on fait une histoire une semaine, mais tu ne descends pas, Ouais. Mais je me demande si on n'en avait pas parlé, ce côté, ok, ça devient plus sérieux. Le schisme, il est arrivé un peu là. Effectivement, ce premier épisode, je suis pas du tout concerné. T'as cette vision sur la deuxième saison, et je crois que je me sens mis de côté. En plus, j'étais pas bien. Oui, bien donc, sûr. paradoxalement, alors que tu me dis d'écrire l'épisode 2, tu vois. C'est-à-dire, je me sens pas concerné alors que tu me proposes d'en écrire un. C'est bizarre, tu vois. Oui, parce que t'es pas intégré dans mais les enjeux sont sont différents à mettre et tout. Et en fait, moi, j'ai essayé, un peu par la force, de revenir à quelque chose d'expérimental. Je me rappelle très bien de ma volonté lors de cet épisode 2, en tout cas d'une scène. Tu m'as dit, bah non. La scène de la douche. Non, non. Moi, celle-là m'a marqué. Cette scène de la douche. Oh, moi, cette scène, moi j'ai eu un fou rire, mais nerveux quand je l'avais lu. C'était vraiment dans le scénario, si je me rappelle bien la phrase, c'était Peter va prendre une douche. Ouais. Enfin, il est sale, je sais pas, il y avait un événement qui faisait qu'il était sale, il va prendre une douche, il ressort et il est transformé. Ah ouais. Où il a changé. Et là, du coup, j'avais dit, bah oui, il est propre, quoi. Voilà, cette scène était lunaire dans ce scénario. Mais restons sales. Voilà. Oh putain. En fait, j'ai toujours été un peu drivé par ça. En gros, j'ai une envie qui m'arrive à un moment parce que je vois quelque chose et j'ai envie de la reproduire. Oui. Et ce truc-là, j'avais très bien en tête cette scène de Pips et... Enfin, c'est William. William est filmé de face, plan serré, épaule. Il bouge pas et en fait, on vient le maquiller en Pips. Ah oui. Et en fait, il y avait vraiment ce côté. Je voulais créer de l'expérimental là-dedans. Et en fait, tu m'as dit, mais c'est pas possible en fait. Là, c'est plus possible. C'est plus le projet. Là, je suis pas totalement d'accord avec toi en vrai. Avec le recul, en fait, je pense que je l'ai pas compris comme ça. J'ai compris en mode William, il veut se filmer lui-même. Voilà. Oui, je me rappelle très bien de ça. Et j'ai dit, mais en fait, il a pas compris que c'est une série collective, qui a 15 personnages principaux. Pourquoi elle a 15 personnages principaux aussi? Mais en fait, j'avais envie de donner de l'importance à tout le monde de manière équilibrée. Et cet épisode était complètement centré sur William. Sur Peter en tout cas. Et donc du coup j'étais à ma femme, mais il est bien gentil, il écrit pour lui, c'est bien, c'est cool, mais en fait les autres personnages ils ont le droit de vivre aussi, les autres comédiens, en plus j'avais des attentes, parce que l'air de rien, il y avait quand même certaines attentes d'écriture par rapport à, je pense à Ambé, qui est un peu investi, qui voulait s'investir d'autant plus, à mettre de l'énergie dedans, et du coup moi je trouvais que c'était plus intéressant de développer du lien entre les personnages et de développer des narrations communes, plutôt que d'expérimenter, parce que tu me parles de William qui se fait maquiller en Peter. Finalement, ça rentrait dans le même délire parce qu'il y avait un autre délire encore en plus, parce que l'histoire de rajouter une narration, c'est que quand Phoebe meurt, il prend conscience que c'est une série. Donc il parle au spectateur. Oui. Donc il y avait un truc ça rentre dans ce délire-là, un peu méta, on a conscience que c'est un projet. Mais à ce moment-là, dans cette année-là, chaotique, on discute pas bien. C'est la seule fois où on a eu un peu des frictions. Oui. Parce que même si des fois on parlait d'un épisode et on n'était pas d'accord, c'est pas des frictions. Non. C'est juste une discussion parfois un peu animée. Je me rappelle qu'on a eu une discussion un peu avant dans le tournage du mai, là, où on était crevé et on parlait du voyage dans le temps. Oui. La conception du voyage dans le temps, mais c'était pas du tout le moment de le faire. Mais en fait, c'est un moment, tu taxes, ton cerveau, il se centre sur un truc et puis c'est ça. Il a besoin. Faut pas négliger, et ça c'est un truc, c'est un tips que je pense qu'on pourrait donner à n'importe qui fait un projet, c'est de ne pas négliger le sommeil et ne pas négliger l'influence qu'a la fatigue. C'est marrant que ce soit toi qui dis ça. Oui, surtout en tant qu'ancien insomniaque, ouais. Mais en fait, négliger l'influence qu'a la fatigue sur ce que tu essaies de mettre en place et sur ta manière de communiquer avec les autres. Mais c'est impressionnant le nombre de fois où la fatigue nous a causé des problèmes dans ce projet. Mais du coup, l'écriture de cet épisode 2, je vois un truc, et en fait moi je pense que je suis pas c'est pas que je suis pas un bon auteur, mais toi tu écris facilement en te disant tiens j'ai écrit ça pour un tel. Moi j'ai pas ça.
J'y arrive pas. Par contre, je m'écris très bien. Je vais écrire quelque chose autour de moi parce que c'est ce que je suis capable de faire. Et autour de mon personnage, en tout cas, autour de ce que j'ai envie de jouer. Et effectivement, ça aurait pu rentrer dans un épisode, mais si à l'écriture j'avais été accompagné. Oui, c'est ça. En fait, et là, il n'y avait pas le temps. Oui, c'est ça. C'était pas possible. T'avais plein de trucs à faire et tout. Du coup, on a dit, ok, bon, j'arrête. File-le à quelqu'un d'autre. Tu l'as donné à Ombéline. Elle a écrit quelque chose qui s'est centré autour d'un voyage de son personnage, mais qui a inclus ton personnage aussi, et elle a eu pour le coup l'accompagnement que toi tu n'avais pas. Il y avait un geste entre nous et qui faisait que moi j'avais du mal aussi. Parce que je t'ai pas laissé rentrer aussi. Voilà. C'est ce moment-là où non, je veux faire le truc moi-même. Je suis capable. Alors qu'elle a dit, je sais pas faire, donc tu vas m'aider. Et puis du coup, elle avait des contraintes que j'imposais des narrations. En plus, elle a une contrainte en plus. Ça, c'est un autre problème qui s'est présenté, c'est quand Carmen est revenue pour jouer Léa et qu'après, avec toute l'histoire du truc musical, c'était devenu trop. Elle a bien senti le truc qui est un peu trop ambitieux et un peu trop chronophage. Elle a dit oh là là, moi je veux plus revenir. Donc elle est revenue sans revenir, mais moi j'avais quand même envie de développer le personnage de Léa. Donc on se retrouve avec Fanny qui reprend le personnage de Léa, qui en crée une nouvelle, la nouvelle Léa qui arrive. C'est pas Carmen, c'est une autre personnalité. Donc j'ai décidé de développer le personnage différemment, mais il fallait l'épisode 2 qui. En gros, on a tourné l'épisode 1 en octobre même, je pense. Et on a tourné en janvier de l'épisode 3. Parce qu'il était déjà écrit et parce que c'était fixé avec Victor qui reprenait la réalisation, qui était déjà venu une fois et qui revenait une deuxième fois. Et ensuite, on a eu en avril, je te cible, en avril 2014, on a tourné l'épisode 4. Et après, du 1er mai au 18 juin, on a tourné l'épisode 2, l'épisode 5, l'épisode 6, l'épisode 7 et le film en cross-border. Donc là on évoquait tout à l'heure, ça va être un énorme bordel et je pense que c'est là que vous êtes complètement perdu, que vous veniez par scène, voilà. Je pense même que c'est arrivé avant parce que l'un des trucs qui m'est venu en tête, c'est cet épisode 2, c'est un épisode où je joue le deuil du coup, où je vais parler à la tombe de feu, ce genre de choses, et en fait je me revois très bien être très extérieur à tout ça, être très plastique, à avoir un jeu, ok, on me demande de jouer ça, je n'essaye pas de rentrer dans une émotion, je plaque une émotion factice sur mon jeu et puis on passe à autre chose, quoi. Oui, c'est vrai. Je vois la différence avec ce on va évoquer après le tournage de Pandore et justement l'émotion reconstruite. Effectivement, t'as pas du tout la même façon de jouer. Et toute cette saison 2 elle est comme ça parce que j'avais une crise d'ego, parce que je me sentais mis de côté. Et du coup, ce personnage, il a grandi comme ça. Et finalement, dans le jeu, ça se ressent, je pense. Mais c'est pas si mal parce que c'est la trajectoire du personnage qui part aussi. Oui, forcément, il est influencé par ton... Et l'un de mes plus beaux souvenirs de tournage, c'est l'épisode post-apocalyptique. Ah oui. En termes de jeu, je crois que c'est ce que j'ai préféré jouer. Pas parce que c'est ce que j'ai mieux joué, forcément, mais je sais pas, il y a quelque chose, même si c'était dans la fatigue, même si c'était dans le truc, je crois que je me suis reconnecté. Pendant cette période, je sais pas exactement quand, je me rappelle pas de cette année, mais je pense pendant cette période de tournage, ou un peu avant, cette grosse période de tournage, je veux dire, donc après l'épisode 2, après l'épisode 3, à un moment je me suis reconnecté, où on m'a reconnecté, et j'ai pu en profiter. Et cet épisode post-apo, là, j'étais drivé par mes émotions. Là, je plastifiais pas. Mais c'est pour ça qu'il ressort énormément. C'est un de mes épisodes préférés, en vrai. Même dans la conjoncture finale, je trouve que c'est un des épisodes qui marche le mieux en termes d'émotion par rapport aux moyens. Parce que j'ai aussi la conscience du moyen qu'on avait à l'époque. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup évolué, des moyens. Toujours le même problème. Finalement, à le voir comme ça, c'est un épisode à part. Les intrigues, il n'y en a pas tant. Cet épisode, il est réécrit autour d'une intrigue de 3 personnages qui se traversent les uns les autres. Enfin, t'as enlevé autour de ça toute la complexité de devoir parler de la réalité qui accepte les pouvoirs, de tel. Non, hop, toc, quelques personnages. Et survivants. Et une intrigue. Et du coup, je pense que ça aussi, ça m'a... J'ai plus de souvenirs sur ce tournage-là que sur le film, alors que le film a duré 1000 ans. Oui, mais après, il faut pas oublier que là, en fait, parce que tu scindes. Là, donc, si on retourne dans la narration, donc de janvier 2013, on a tourné l'épisode 3, mais l'épisode 3, tu as un rôle très annexe.
puisqu'il est centré sur mon personnage, donc il y a beaucoup plus de scènes sur mon personnage qu'avec le tien. Il est un peu parodié par sa relation avec Paige. D'ailleurs, c'est un des rares épisodes où tu as des scènes avec Paige, parce qu'en fait, finalement, tu n'as pas beaucoup de scènes avec Paige dans l'intégralité du projet. Et ensuite, l'épisode 4, c'est pareil, c'était encore une intrigue un peu à part, comme c'était Adrien qui l'avait écrite, c'était une intrigue à part, mais centrée sur le personnage de Paige et Adrien. Donc en fait, pareil, tu as un rôle très, très mineur dans ces deux épisodes. L'épisode 2, il te met plus en avant, mais comme il y a une espèce de relationnel bizarre avec cet épisode 2, parce que tu étais censé l'écrire mais tu l'as pas écrit, du coup tu as mis une certaine distance qui fait que effectivement tu t'es pas engagé dedans. Mais il faut bien te dire que il n'y a pas eu de tournage d'épisode 6. En fait, le tournage de Post-Apo était au milieu de scènes qu'on faisait. Alors, le matin, tu faisais le film, après, tu faisais le truc. C'est juste qu'il y a certains passages de cet épisode-là qui sont extrêmement marquants. Et notamment, je trouve que moi, c'est un souvenir que j'ai beaucoup. Et j'en ai déjà parlé de la sensation que j'ai quand je fais les montages. Je revis l'ambiance qu'il y avait quand on a tourné. Et c'est pour ça qu'il y a certains passages, ça a été très difficile pour moi de les monter parce que ça m'a remis dans l'état d'esprit, dans les tensions qu'il pouvait y avoir à ce moment-là. Mais il y en a un qui ne m'a pas du tout cet effet-là, c'est le combat qu'on a dans cette espèce de sous-sol là, parce que effectivement, il n'y a plus de tension. C'est très étrange, c'est comme si les tensions avaient été relâchées à ce moment-là. Je ne sais pas exactement quand est-ce que c'était dans le tournage de Global, mais je sais que à ce moment-là, nos tensions elles se sont dissipées. Et c'est dommage parce que ça arrivait à la fin, parce que toi, tu avais déjà quasiment tourné toutes tes scènes. On a eu une scission après les tournages. Alors, on ne s'est pas disputé. Non. Je crois pas, mais en tout cas on s'est vraiment pendant un temps pas fréquenté, voilà. Parce que toi t'es parti en master, moi je suis parti en master aussi, et voilà. Mais tout cet été-là on a quasiment pas parlé. Parce qu'on avait besoin, je pense, de recul. Moi j'avais vraiment besoin de me libérer de ce projet qui avait été apocalyptique, et il y avait des tensions avec d'autres personnes. 2013, 2014 c'est le trop, c'est le waouh, non, là plus jamais. J'arrive en master et j'apprends qu'il y a des trucs basiques qu'il faut avoir dans un film, c'est-à-dire genre une équipe, accessoirement. Et j'avais une envie de développer le personnage d'Adrien, donc cette fois en 2015, ce tournage, c'est la seule année où tu n'as pas participé. 2015, on s'est centré sur le personnage de Feu Bellumien, dans un flashback qui donc c'est la nuit. On tourne ça d'une manière plus pro, plus posée, un peu un tournage comme on faisait avant, parce que c'est en plus entièrement de nuit, mais en plus centré. Tu dis je suis pas impliqué, je suis un petit peu impliqué parce que c'est ma voiture. C'est moi qui vais pick-up. Eh bah oui, mais ça, c'est un truc qu'on a tourné en 2013, pas en 2015. La seule intervention que tu as eue, c'est quand on a fait les doublages et que tu as mis ta voix dessus. Eh oui. Parce que je pense que dans ma tête, je ne voulais plus t'impliquer dans ce projet-là. Simplement parce que j'avais vraiment peur que ça refoute en l'air la relation qu'on avait réussi à retrouver après, justement, la tornade de 2014. Donc nous, on a reformé notre amitié en 2015. De manière plus honnête, plus sincère, avec du recul. Toi aussi t'es redescendu, et puis moi aussi, je pense que j'ai eu une crise d'ego aussi. Je parle de crise d'ego, je pense que j'en ai eu une énorme, de prendre en charge tout ça. Je pense que c'est mon ego qui a dit mais non, en fait j'ai envie de terminer, parce que j'en ai marre parce qu'il faut dire aussi que j'étais très challengé par rapport au retour de la série, parce qu'on commençait à avoir des retours très négatifs de l'entour de nous, et moi je me prenais tout sur la gueule. Tu dis que oui, t'as pris la décision de prendre tout, mais ces personnes voulaient le faire. Non, parce que les gens m'avaient établi que c'était mon projet. Oui, donc sûr. Du coup, forcément, au bout d'un moment, quand on dit c'est ton projet, ok, c'est mon projet, du coup, on le fait à ma manière. Si je prends des casseroles, au moins, j'assumerai mes casseroles, quoi. C'est aussi en 2015 que j'ai décidé de renommer le projet The Gift, et j'ai décidé de refaire une monture complète en prenant justement tous les machins, en reprenant les flashbacks, en faisant en sorte que tout soit relié à la vision que j'avais un peu voulu établir en saison 2. C'est une très mauvaise idée. C'est pas que c'était une mauvaise idée, c'est que pour moi, en fait, tout ça est toujours lié. Toute la vie du projet, elle ressemble exactement à qui on est et à qui on était à tel moment et à tel moment. On commence, Charmed Résolution naît et évolue, puis prend fin à la fin de la saison 2, avec ce film aussi. Et derrière arrive The Gift qui vient bouleverser tout ça, et en fait qui crée quelque chose de... Moi j'ai une grande tendresse pour Charmed Résolution, pour son humour, pour sa fraîcheur, pour cette image sale, ce son sale, parce que c'est honnête. Tu vois. Et j'ai eu un peu moins de tendresse pour The Gift parce que ça venait casser tout ça. Mais je me suis mis en recul, j'ai dit écoute, je comprends, t'as envie d'évoluer, t'as envie de changer les trucs, et à force d'écrire, à force de développer ces personnages, c'est frustrant de voir que le début leur rend pas hommage. Oui. D'une certaine manière. Au fur et à mesure, je fais ok, très bien. De toute façon, là c'est bon, je suis apaisé. On y va, moi j'y vais, même si c'est
plus dur, même si l'écriture est plus sérieuse, ça reste fun, ça reste des moments cool. Ça y est, on découvre le côté, on se retrouve pour faire un tournage. Oui, c'est vrai. Je sais plus si t'as pas tourné en 2016 non plus, toi. En fait, c'est 2017. Voilà, c'est en 2017 et on s'est retrouvé, ton premier tournage, je sais pas si tu te rappelles, c'est le générique. Le générique de la saison 1. Ouais, c'est là où on se retrouvait vraiment en mode, là on va tourner quelque chose, on le fait de manière plus sérieuse, parce que moi j'étais pas metteur en scène, c'était Benoît qui était metteur en scène là-dessus. Moi je l'avais écrit. Et là on se retrouvait en mode, ah putain, mais c'est simple ce qu'il y a à tourner. Et en même temps on retrouve nos personnages qu'on aime. Moi je découvrais, vous avez fait un an. Puis on a fait deux tournages. Deux tournages où vous aviez étiré les tournages, combien de temps ça allait et tout. Avec l'équipe technique, l'équipe technique, t'as découvert. Et du coup je suis arrivé là-dedans en mode, il y a de l'espace. Je peux respirer. J'ai le droit de jouer et tout ça. Ouais. Et c'était hyper agréable. Et du coup, pour parler de The Gift, j'ai autant de tendresse pour cette mouture de The Gift où tu as intégré des choses tournées plus récemment avec une équipe technique. Mélanger ça à Charmed Resolution, j'ai de la tendresse parce que je trouve que ça ressemble aux personnes qu'on est. Tu vois. On peut pas effacer ce qu'on a fait. Je pense que j'aurais pas supporté que tu t'effaces tout. En quelque sorte, que tu refasses presque des retournages, des choses comme ça. Non, ça existe. Et je me rappelle de longues conversations. De toute façon, on en a tellement parlé. C'est clair. Mais en même temps, ça a été pendant 11 ans mon quotidien. Donc, Je me rappelle de longues conversations où je te disais, mais moi je tiens à ce que tu fasses ce mélange. Et on s'en fout qu'il y ait des plans qui soient plus dégueulasses, que du son soit. Bon, on va redoubler, d'accord, on va redoubler. Le son était. En fait, parfois était impossible, même t'as perdu des sons et tout. Donc. Oui, et puis après, il faut remettre le contexte, c'est que l'histoire a changé aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de démons, c'était devenu les maux du monde, les démons étaient devenus l'humanité. En fait, juste la cohérence globale du projet n'avait plus de sens. Si on voulait créer de nouvelles choses, comme on l'a créé avec Pandore après, on va terminer la tempête émotionnelle de 2014 et commencer à développer des bons tournages, parce qu'il y en a eu énormément quand même, des bons souvenirs. Là, on a fini cette période noire qui est un peu la période pour tout le monde. Je suis persuadé que si on parle à tout le monde, peut-être moins Adrien, parce qu'Adrien était un peu plus externe, mais quoique j'ai quand même réussi, c'est la seule fois dans mon amitié complète avec Adrien qu'on se soit disputé. Vraiment un conflit concret en mode en fait tu me fais chier de me demander ça et moi j'ai dit mais en fait je comprends pas que je m'investis et que je vois bien que tu t'investis pas et que là ça commence à me fatiguer. Donc si on arrive à me disputer avec Adrien, c'est quand même vraiment le vouloir et même avec toi, mais toi on a deux caractères. La dernière tu dis que t'as un caractère de passation, mais finalement celui qui passe le plus c'est Adrien. Toi t'as un caractère mais parce que je l'assumais pas. Oui. Aujourd'hui, t'as un caractère quand même flamboyant. Ce qui va beaucoup mieux. Oui, puis en réalité, qui marche très très bien avec le... finalement Peter, il est effacé, mais ce Peter là on le voit très peu. Tu sais, il y a un côté, Peter et moi on a une trajectoire qui colle. Alors Peter, spoiler, Peter il est gentil, il a ses problèmes mais il vit sa vie, il essaie de pas trop être un galérien et en fait on lui tourne un peu le cerveau, mais moi je vois ça comme on tourne pas le cerveau de quelqu'un, il est toujours là. C'est-à-dire, s'il est allé quelque part, c'est qu'il y avait quelque chose qui le menait là-dessus et juste on a appuyé. On a appuyé sur un bouton et ça l'a lancé. Et il devient ce mec qui prend la responsabilité de sauver le monde en faisant des choix difficiles, en anéantissant peut-être l'humanité. Et il y va, et c'est pas grave. Et en fait, il y a ce côté, je pense, dans la vie de chacun, quand on se cache trop, il y a des forces contradictoires aussi fortes qui doivent s'appliquer. Tu te caches, et des fois ça peut péter, et il y a cette force qui va beaucoup trop loin parfois. Mais même dans une relation, tu vis une relation, t'as une rupture douloureuse. Bon, je le dis parce que je l'ai vécu. T'as une rupture douloureuse et t'as ce côté, pendant quelques mois, années, il y a une force très inverse qui doit s'appliquer. Plus jamais ça, je veux plus vivre ça, plus ça. Et puis d'un coup, au bout d'un moment, tu dis ok, non, c'est pas exactement. On remet un petit peu d'eau là-dedans. Tu retrouves des équilibres et tout. Et je pense qu'il y a ce côté-là, 2014, c'est vraiment. Il y a tout qui part. Tout qui part dans des forces très 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 fortes. Et moi, ma personnalité, trucs comme ça. Mais pour que, hop, ça s'apaise et j'accepte de dire oui, j'ai envie de profiter des gens, mais j'ai pas envie de me cacher. Et du coup, ces tournages-là, ils ont été parfaits.
commence à se revoir. Et là, je dis à William, en fin 2016, avec Alice, je travaille sur un petit projet, un petit court-métrage, et j'adore travailler avec elle. Et je me dis, en fait, j'ai envie d'écrire autour du mythe de Pandore, mais j'ai envie, comme d'habitude, je vis encore, mon quotidien est encore lié au montage de The Gift, et il y a encore ce truc de... Et c'est là que ça devient un petit peu toxique, dans le mode, ça ajouterait des choses sur le personnage de William, on comprendrait mieux son parcours, on comprendrait mieux pourquoi il pète un câble après. C'est des choses que j'avais pas nécessairement envie de mettre, mais que j'avais envie de développer quand même. Et je me dis, c'est un bon biais. Et puis il y avait un trou scénaristique. Oui, c'est ça. Il y avait un trou scénaristique. Une brèche que vous lancez. À la fin de l'épisode 5, Peter disparaît, l'épisode 5 de Charmed Resolution. Ouais. Peter disparaît, il réapparaît à la fin de l'épisode 6. Et on ne sait pas ce qui lui est arrivé. On sait qu'il est revenu avec plus d'assurance. Oui. Et il s'en souvient pas. Et en fait, ce trou-là, on l'a jamais comblé. Et je pense qu'il y a un côté chez toi. Déjà, tu as une très bonne mémoire de tout ce que tu as parcouru. Et. Ouais, ça tique. Ça tique. Enfin, si moi j'avais su que ce qu'il avait traversé le personnage, j'aurais moins tiqué parce que j'aurais pu l'écrire plus. Là, c'était vraiment. On l'a mis sous le tapis. Ouais. Et après, ça ressort à la toute fin de la série en mode ouais, on l'a mis sous le tapis, mais en fait, depuis le départ, c'était programmé comme ça. Et. Je sais pas, parce que la monture de la saison 2 de Charmed Resolution, elle existe, mais elle existe sans développement, je l'ai pas abouti. Parce qu'après, ça a très vite tourné à The Gift et j'ai quand même recréé avec des bonus. Mais je pense, alors ça je me trompe peut-être, mais je pense que la série Charmed Resolution, telle qu'on l'a écrit au départ, avec du montage, tient la route. C'est-à-dire que même s'il il manque des choses, des détails et tout, je pense qu'en elle-même, ça tient la route. Et ça, c'est difficile à admettre. En fait, je pense que ça tient la route si le film devient simplement une micro-saison 3 avec 3-4 épisodes. Oui. Tu vois, si au lieu d'avoir un film de 3 heures, tu as des épisodes de 20-25 minutes ou 40 minutes, mais qui sont, qui sont des épisodes en 4 parties, quoi. Un film en 4 parties. Là, en fait, ça aère les choses et en plus, ça permet de construire des choses. Ça n'arrivera jamais, hein, je suis désolé, hein, je l'annonce, hein, mais je ne me vois pas me remonter. Peut-être qu'un jour, quand j'aurai rien d'autre à foutre dans ma vie, je ferai ça, mais j'ai pas du tout envie. Mais par contre, la saison 1 est montée et disponible telle qu'elle est faite en Charmed Resolution. Mais en tout cas, la deuxième, non. Là, la volonté d'aller dans les détails et de construire des choses et de faire un peu chercher des solutions. Il y avait aussi une volonté de faire de Dimitri un méchant beaucoup plus travaillé. Alors, je pense qu'il aurait fallu à ce moment-là, j'aurais dû prendre la décision, et c'est une décision que j'ai à moitié prise dans la monture finale. J'aurais dû dire, ok, on tourne Pandore, on tourne ce flashback avec William, soit on en fait un flashback, soit on décide que ça se passe après. Et en fait, ça se serait passé après, on se serait libéré de ce qui est déjà fait. On aurait pu faire une espèce de soft reboot et puis créer cet univers-là juste pour ce qu'il est. Mais il y avait toujours la volonté de corriger, toujours la volonté de justifier. J'ai eu du mal à me détacher de ça. Le fait d'avoir insisté énormément là-dessus, j'ai plus trop ce besoin-là maintenant Tu vois, je l'ai un petit peu quand j'écris des choses plus diffilées comme de la narration romancée. Mais par exemple, sur Afterlife, que j'ai tourné l'année dernière, je me suis pas senti le besoin de justifier de pourquoi le personnage revenait. En fait, il y a des choses qui pop et la personne n'est pas étonnée. Enfin, j'ai pas eu besoin de développer ce truc-là. Parce que je sais l'erreur que c'est de vouloir trop dire de choses. Oui. On oublie parfois des choses dans l'écriture, c'est que c'est destiné à quelqu'un. Et il y a un confort, en fait. Les séries américaines, elles sont écrites d'une certaine manière, c'est pas pour rien. C'est une école. Les séries indiennes, les films bollywoodiens, les films japonais, c'est écrit d'une autre manière. Mais il y a quand même des choses qui se rapprochent. Et en fait, on fait facilement l'impasse sur des éléments qui ne sont pas nécessaires. Oui. On n'en a pas besoin. Il peut y avoir 3 connards comme nous qui vont se dire « Il n'a pas expliqué ça !» Mais ce contrat de confiance que tu lis avec un spectateur, un lecteur, donc la suspension d'incrédulité, qui te permet de dire j'établis des règles dans mon histoire que je vous propose. Si vous les acceptez, vous allez passer un moment sympa. Si ça va trop loin, vous les acceptez pas, vous allez en sortir et tout. Et en fait, il y a plein de règles dans ton écriture à l'époque, parce que c'est toi qui as écrit tout ça, donc où tu refusais de croire qu'on pouvait s'en passer. Je pense que ça t'a servi d'exutoire pour quelque chose. Clairement, oui. Je ne sais pas pourquoi, exactement, tu vois, mais en tout cas, ça t'a servi d'exutoire. T'étais à Poitiers, t'avais presque des rêves plus grands. Parce que tu les as, en fait, ces rêves. C'est pas parce que t'as 32 ans de passé et que t'as accompli le premier rêve d'enfant que tu les as pas. Tu les as. Ce rêve plus grand de faire plus, de créer, etc., il existe déjà
Bah oui, j'ai des grandes ambitions, William, je le sais, et c'est bien pour ça que je continue à en parler et à voir où est-ce qu'on était, mais la discussion est sympa, mais elle dure. Moi, ce que je te propose, c'est que la nouvelle partie, donc la partie The Gift, parce que si on doit séparer, on a parlé principalement de Charm Resolution et de la première monture jusqu'en 2017 où tu reviens. Je te propose qu'on la fasse dans un deuxième épisode, la semaine prochaine, on se revoit et puis on en discute. Faisons ça. Voilà. On se retrouve. Merci beaucoup William d'avoir participé à cet épisode, d'avoir déterré les cadavres de 2012 à 2016 ensemble, d'avoir retracé l'aventure de ce projet et de te replonger dans la personnalité que tu avais à l'époque. J'espère que tu l'as bien vécu. Oui, ça va, il n'y a pas de problème avec ça. Je suis en paix. Et puis j'ai hâte qu'on décortique la deuxième partie des tournages, donc la partie The Gift et la réécriture et toute cette partie-là jusqu'à la fin avec toi. Je vous propose de nous rejoindre du coup pour la suite de l'interview de William la semaine prochaine, et en attendant je vous souhaite une très belle fin de semaine. Au revoir à tous. Salut. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Journal intime d'un artiste borné. Si mon travail vous intéresse et que vous souhaitez en apprendre plus sur mes nouveaux projets, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Mondes de TED et également me suivre sur Instagram sur Les Mondes de TED. La musique qui nous accompagne dans cet épisode a été composée par Florian Jacob. Et le montage et l'écriture, la réalisation par moi-même, Teddy Guyot. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.